Regardez, c'est le tombeau d'Hafez al-Assad qui a été incendié. Le père de Bachar al-Assad était inhumé ici, dans sa ville natale de Kardaa. Des rebelles y ont mis le feu. Regardez, on le distingue ici à son cercueil, symbole donc de la fin du régime des al-Assad. Plus de 50 ans de dictature en Syrie. Donc, commentaire d'image avec nos invités, le colonel Pierre de Jong, consultant géopolitique LCI, vice-président de l'Institut Thémis, bonjour. Marie Forestier, bonjour. Conseillère senior sur la Syrie à l'Institut européen pour la paix. Et Fad Al-Masri, bonjour. Vous êtes le président du Front du Salut National en Syrie. C'est un parti d'opposition à Bachar al-Assad. Vous êtes un parti en exil. Peut-être que vous pouvez nous commenter ces images. Qu'est-ce qu'elles vous inspirent ? Tout d'abord, avant de commenter sur cette image, je voudrais d'abord condamner sans aucune réserve tous les messages de haine passent par certains djihadistes, par des vidéos, parce que c'est un très mauvais signe avec la situation actuelle à Damas. Le message de haine contre les Juifs, des messages antisémitisme, messages contre les Kurdes de certaines couleurs de la société syrienne. Et ça, je trouve ça c'est très grave dans cette période. Et ça vous inquiète visiblement, oui. Bien sûr, c'est très inquiétant. Ces images, pour vous, elles sont symbole. Ce tombeau donc, qui est incendié, est-ce qu'elles sont le symbole de la chute du régime des al-Assad ? Bien sûr, c'est écoutez, soyons lucides, dans toutes les révolutions, dans toute l'histoire, il y a toujours 10 actes comme celui-là en France. À l'époque de la Révolution française, vous avez les Français à exécuter leur reine et leur roi. Et on peut avoir des actes comme ça, mais c'est comme ça. Hein. On ne peut pas contrôler tout. Et moi, je suis pas très optimiste. Je suis pas très optimiste parce que M. Jolani, il prend le pouvoir, il prend le rôle de chef d'État, il nomme un premier ministre, il impose les drapeaux de son mouvement islamiste. Nous, les Syriens, nous n'avons pas révolté pour avoir un État islamique ou un État religieux chez nous. Donc ça vous inquiète. Nous avons révolté pour notre liberté, pour la dignité, pour la justice sociale en Syrie, pour avoir un État de droit, un État démocratique pour tous ces citoyens. La Syrie, c'est comme un arc de ciel composé de plusieurs couleurs. Enlever un seul couleur de l'arc de ciel, ça ne sera pas la Syrie. La Syrie, ça sera pour toutes les Syriens. Il faut, dans mon projet politique, nommer la 6e République en Syrie, on doit rassembler toutes les Syriennes autour d'un projet national pour sauver la Syrie et les Syriens. Vous allez pouvoir nous dire si vous pourriez éventuellement jouer un rôle dans cette reconstruction, dans cette Syrie de demain. On va y revenir dans un instant, mais je voulais encore une fois m'arrêter sur ces images. On est ici dans l'ouest du pays, vers Latakia, donc on est en pays alaouite, puisqu'évidemment c'était le berceau des al-Assad. Qu'est-ce qu'elles vous inspirent, à vous, ces images ? Mon premier sentiment, c'est que c'est un révélateur de la profondeur de la haine qu'ont les Syriens pour le régime Assad et de l'oppression qu'ils ont vécue pendant 54 ans. Il faut rappeler quand même que c'est un régime qui est à l'origine de la guerre, qui a eu ces 12 dernières années, qui a fait des centaines de milliers de morts. 90% des personnes qui sont mortes en Syrie l'ont été du fait du régime. Un régime qui a utilisé des armes chimiques contre sa population, qui a disparu, qui a opéré des disparitions forcées à l'encontre de dizaines de milliers de gens. On a tous vu ces derniers jours les images de la prison emblématique de Sednaya, qui donnait aussi un aperçu seulement de l'horreur absolue que pouvait être la détention sous le système Assad. Donc je crois que c'est ça ce qui est en train d'exploser aujourd'hui, et qui est étourdissant pour les Syriens d'abord, et pour ceux qui regardent ça aussi. Et colonel, une image à laquelle on est souvent habitué lorsqu'il y a des régimes qui tombent, c'est pas forcément anodin.
mais c'est assez classique. Alors évidemment, mais en même temps, Hafez el-Assad était vraiment un tyran de la pire espèce. Bon, ça c'est indéniable. Ça fait 54 ans que ce pays était sous un joug absolument incroyable. J'ai eu l'occasion d'aller à Damas avec Chirac pour le premier grand voyage. Je ne sais pas si vous vous rappelez, en 96. Et j'ai passé 3 jours à Damas. Et on était au palais, etc. J'étais sidéré, je vous le disais tout à l'heure, par le nombre de policiers et des gens de sécurité autour de nous. C'était incroyable, des centaines. Mais je veux dire, moi j'ai voyagé dans le monde entier et c'était plutôt normal. Là, il y avait une espèce d'emprise de physique sur les gens qui était incroyable. Donc, si vous voulez, il y avait une omerta, il y avait un silence permanent. C'est une ville vraiment qui était sous le joug. Ça, c'est indéniable. Le problème de ce genre d'image, il est où? Il est dans le fait que, c'est mon histoire opérationnelle quelque part, c'est que je connais l'Irak, la Libye, on sait que ces pays, lorsqu'il y a une transition comme celle-là, en fait, on ne pourra pas la contrôler. Malheureusement, on ne pourra pas la contrôler. Alors après, la sagesse des hommes, la sagesse des systèmes, etc., mais malheureusement, on sait que ce pays a tellement souffert qu'il va se passer des choses, il va y avoir les tensions entre les religions, entre les régions, on parle déjà des Kurdes, etc., etc. Alors c'est vrai que les chrétiens ont été plutôt rassurés par les premières décisions qu'a pris Joulani, aussi bien à Alep qu'à Damas. Bon, ça se passe plutôt bien. Mais encore une fois, il faut laisser venir, parce que c'est vrai que brûler des cercueils, des tombeaux, etc., bon, ça fait plaisir à la foule. Ouais. C'est comme le roi de France qui est tué le 21 janvier. Mais en même temps, je crois que très concrètement, il faut s'inquiéter de l'avenir. En fait, cette image, elle représente soit la fin d'un système, soit malheureusement le début d'une crise extrêmement grave. Et je ne sais pas du tout, personne ne peut, alors que je vous parle, savoir vers quoi on va. L'avenir donc de la Syrie commence à se jouer maintenant, puisque dans le même temps, les rebelles effectivement prennent possession de la capitale et des lieux de pouvoir donc en Syrie. Une présence pour le moment assez discrète, avec quelques hommes en armes. Regardez les images tournées par notre journaliste sur place, notamment donc, dans la fameuse mosquée des Omeyyades. Arthur Saradin donc, est allé sur place. Il témoigne chaque jour de cette prise de pouvoir à Damas pour LCI. Sans doute la plus majestueuse. On les voit encore, ces combattants de HTS derrière moi. Ils sont en groupe. Certains, la plupart d'ailleurs, viennent d'Idlib, au nord de la Syrie, et découvrent pour la première fois Damas, la capitale. Et cette mosquée que vous voyez derrière moi, elle est peut-être emblématique de toute cette Syrie qui est en train de se transformer. Après la chute du régime de Bachar el-Assad, vous le voyez aussi, des gens qui, pour la première fois dans les rues, ils se seraient fait arrêter pour ça il y a encore quelques jours, portent le drapeau de la révolution, vert à 3 étoiles rouges. On sait que hier, le chef du groupe HTS, Joulani, a promis qu'il y aurait une transition démocratique en Syrie d'ici l'année prochaine, à savoir maintenant, si le chaos ne va pas gagner le pays, si les groupes HTS alliés aussi d'autres djihadistes ou d'autres islamistes ne vont pas vouloir s'accaparer le pouvoir, y aura-t-il vraiment des élections libres en Syrie? C'est toute la question qui anime ces habitants et qui habille les conversations aujourd'hui. Mais en attendant, les gens que vous voyez derrière moi, certains n'ont pas revu la capitale depuis 13 ans et savourent simplement le moment où ils ont pu remettre pour la première fois les pieds à Damas. Voilà, y aura-t-il une transition démocratique en Syrie? On va essayer d'y répondre dans un instant. En attendant, un Premier ministre a été nommé hier. Donc Sylvia, vous nous avez rejoint. Il s'agit de Mohamed al-Bashir. Oui, effectivement, c'est un proche d'Al-Joulani. Et pourquoi c'est lui qui dirigeait l'administration des rebelles à Idlib dans le nord-ouest depuis janvier dernier, Premier ministre du gouvernement du salut syrien. C'était un gouvernement autoproclamé depuis 7 ans, mais qui possédait ses propres ministères. Alors, il n'est pas très connu des Syriens. On va regarder sa fiche d'identité. Il a 41 ans. C'est un ingénieur qui vient donc de cette province d'Idlib avant d'être le chef des territoires d'HTS. Il avait été ministre du développement et de la gestion humanitaire, un ministre qui avait d'ailleurs été plutôt efficace, qui avait réussi à faire fonctionner les services publics dans des conditions difficiles, ce qui devrait d'ailleurs l'aider aujourd'hui dans cette Syrie morcelée. Ce n'est donc pas un militaire, c'est un civil, c'est d'ailleurs mis en avant par le groupe HTS, un homme plutôt consensuel qui ne fera pas de l'ombre à Al-Joulani. Il n'est qu'un ministre de transition, il sera là que jusqu'au 1er mars, il traitera des urgences, des affaires courantes, mais toute la communauté internationale évidemment guettera ce qu'il fera. Il devra aller vite sur fond de division entre factions rebelles. Alors hier, vous le voyez, Bachir a présidé à une réunion regroupant les nouveaux ministres et ceux du pouvoir renversé. Il était également présent quand Joulani a réuni l'ancien Premier ministre pour préparer la transition. Vous le voyez là-bas à droite, avec son costume cravate, sa petite barbe, image peut-être symbole d'une Syrie modérément islamique. Oui, et il s'exprime déjà dans la presse internationale. Oui, avec cette première interview qui a été accordée au Corriere della Sera, qui est le quotidien italien, où il dénonce
Un régime qui s'est dévoré en laissant des caisses vides. Alors il donne ses 3 objectifs, stabilité, sécurité, ça il l'a déjà dit depuis hier, redonner des conditions de vie acceptables aux Syriens. Et enfin, il appelle les Syriens de l'étranger à rentrer chez eux. Nous garantirons les droits de tous, a-t-il dit. Regardez, je lance un appel à tous les Syriens. La Syrie est désormais un pays libre qui a gagné sa fierté, sa dignité. Revenez, nous devons reconstruire, renaître et nous avons besoin de l'aide de tous. Alors, il se démarque également des groupes islamiques radicaux. Regardez ce qu'il dit. Le mauvais comportement de certains groupes islamistes a conduit de nombreuses personnes, et notamment en Occident, à associer les musulmans au terrorisme, l'islam à l'extrémisme. Alors évidemment, le journaliste ne s'est pas privé de lui demander s'il était prêt à faire la paix avec Israël et s'il était hostile à l'Iran, au Hezbollah ou encore à la Russie. Eh bien, Bachir n'a pas répondu. Il a dit merci, il est parti. Ah oui, bon voilà, on attendra pour un peu plus tard pour avoir ces réponses qui sont évidemment crucial. Merci beaucoup, Sylvia. Vous avez entendu donc l'appel à rentrer en Syrie. Est-ce que vous seriez prêt effectivement à regagner votre pays ou pas? Écoutez, moi j'ai mon projet politique que je travaille avec des milliers de jeunes à l'intérieur de Syrie et dans le diaspora syrien pour une nouvelle Syrie, une Syrie pour tous les Syriens, une Syrie démocratique. Est-ce que M. Jolani il accepte les règles démocratiques? Je ne sais pas, vous êtes rentré en contact avec lui il prend le pouvoir sans aucun droit, il nomme un premier ministre. C'est pas comme ça marche. C'est pas comme ça marche. Il faut tout d'abord, le pays il est dans le chaos actuellement. Il faut d'abord la formation d'un conseil militaire pour la période de transition, avec certaines personnalités civiles pour diriger le pays et avoir une charte constitutionnelle pendant la période de transition, en attendant que les Syriens aient le temps d'écrire une nouvelle constitution pour la Syrie qui présente vraiment la Syrie civilisée. Donc ça veut dire que ça part mal pour vous? Bien sûr, ça passe mal. Mais est-ce que vous essayez de rentrer en contact avec HTS? Pas du tout. Pourquoi? Si je rentre en Syrie, je serai assassiné. Dans mon projet, il y a un quart dans mon projet, c'est ma vision sur la politique étrangère, surtout avec l'Israël. Notre vision que je défends depuis 10 ans, il faut avoir un paix juste avec l'État d'Israël et que le seul problème entre la nouvelle Syrie et l'Israël, c'est le plateau du Golan. Et le plateau du Golan, on peut trouver des solutions pacifiques. Et c'est possible. S'il y en a des partenaires, des vrais partenaires en Israël pour faire un vrai paix juste, avoir le plateau du Golan comme un peace park, un jardin pour la paix. Pour la profit de deux populations. On peut vivre ensemble. Nous avons une richesse énorme dans la région. Il ne faut pas oublier que de la Syrie et de la région du Proche-Orient, c'est la personne de la civilisation. De la Syrie, le soleil levé de le christianisme vers l'Europe. Le judaïsme. L'islam modéré, ce n'est pas l'islam des barbares. Pour HTS, vous en êtes persuadé, l'ennemi c'est Israël, ça reste Israël? Écoutez, avec les slogans, avec toutes les vidéos de haine que j'ai entendues aujourd'hui sur les réseaux sociaux, je ne suis pas très optimiste. Pour cette raison, je fais lancer à nouveau un appel à la communauté internationale. Et j'aime bien que Monsieur le Président de la République française prenne une mesure immédiate avec tous les chefs d'État européens, avec le contact avec les Américains. Il faut absolument nous aider, les Syriens, pour sauver la Syrie. Pour faire former la formation d'une force de dissuasion de pays de la région, un NATO régional. Un NATO régional pour envoyer des troupes sur le territoire syrien. Parce qu'actuellement, Jolani, il a envoyé tous les soldats de l'armée syrienne chez eux. Maintenant, la Syrie, il n'y en a pas d'armée, ni de services de sécurité, ni de services de renseignement. Comment vous voulez gérer un pays comme la Syrie sans avoir l'institution de l'État? Donc ça, c'est très grave. Aucune confiance en HTS, on l'a bien compris. En attendant, HTS, effectivement, a su gérer sa région d'Idlib. Faire la même chose à l'échelle de la Syrie, c'est autre chose, avec différentes divisions, différents groupes djihadistes. Est-ce que vous pensez que c'est possible aujourd'hui? Alors, je pense que c'est très difficile, mais que l'expérience que le groupe a acquis ces 7 dernières années permet d'entrevoir une gestion au moins
technocratique et pragmatique pratique sur les sujets de base comme la délivrance de services indispensables pour la vie quotidienne et de sécurité qui sont en tout cas qui se sont passés correctement à Idlib. Il y a 2 exemples intéressants, le domaine de l'éducation et de la santé à Idlib. Ces 2 domaines qui ont été gérés par les locaux et par les professionnels avec une influence minimale du gouvernement de salut syrien. Donc on peut espérer qu'ils vont reproduire cet exemple-là pendant cette période de transition et assurer au moins un minimum de services à la population syrienne. Alors c'est ce qu'ils essayent de faire en maintenant par exemple l'armée, en maintenant certaines structures pour pouvoir payer les fonctionnaires, ils laissent les fonctionnaires en place. Ça, c'est dans les premières semaines, on verra comment ça évolue. Mais en attendant, il y a quand même des promesses d'épuration. HTS l'a dit via son chef. Nous allons annoncer une liste prioritaire qui comprend les noms des plus hauts responsables impliqués dans les tortures contre le peuple syrien. Il n'y aura pas d'amnistie, promettent aujourd'hui les rebelles. Est-ce qu'on peut s'attendre à des procès équitables à l'avenir ou pas? Écoutez, ça, je ne peux pas vous répondre, évidemment, c'est trop incertain. Le problème qu'on risque d'avoir, on risque d'avoir un flux de Syriens qui part d'Europe en direction de la Syrie, et on risque d'avoir un flux de Syriens alaouites qui part de Syrie, qui vient en Europe. Ouais. Alors, est-ce qu'on va leur donner le statut de réfugiés, etc. C'est un sujet extrêmement compliqué à gérer, et à l'heure où je vous parle, je ne peux pas y répondre. C'est la première chose. La deuxième chose, on voit bien qu'il y a 2 niveaux de problématiques, en fait. Le premier niveau, c'est celui dont on parle, c'est le niveau national, le niveau intérieur, où là, il y a des problématiques de tension, de régulation, parce qu'encore une fois, Jallouni ne gère pas tout. Il vient du nord, il vient d'Idlib, il a fait un raid blindé, comme on dit, en direction du sud, à Damas. Damas, au passage, n'a pas été pris par lui, mais a été pris par les tribus du sud, donc c'est pas du tout lui qui a pris Damas. Exactement. On voit bien qu'il y a toute une série comment dire, chacun a ses intérêts. Alors encore une fois, est-ce qu'ils convergent? Peut-être, je ne sais pas. Encore une fois, je ne mets pas à la place des Syriens, mais ce que je constate, je suis un stratège quelque part. Moi, ce que je vois, c'est les rapports de force et les tensions, en tout cas le jeu des acteurs locaux. Maintenant, il y a un deuxième niveau qui est fondamental pour comprendre la situation, c'est le jeu des acteurs extérieurs. Et il y a 2 niveaux dans les acteurs extérieurs. Il y a ceux qui sont proches, comme la Turquie, Israël et l'Iran, bien évidemment, qui est clairement en perte de vitesse depuis que le Hamas a disparu et que le Hezbollah cherche la clé du champ de tir. Évidemment, c'est compliqué. Ils cherchent. C'est compliqué pour eux. Mais il y a 2 acteurs majeurs. On voit bien qu'Israël, aujourd'hui, mène des opérations militaires, plus que 500 opérations militaires aériennes sur le territoire syrien, plus la prise d'une partie du Golan, toute la partie Est, premier point. Et puis 2, on voit bien que le jeu très compliqué de la Turquie, qui est un jeu relativement trouble, où là on voit bien que ça les arrange. Et très concrètement, quelle est la relation qu'il y a entre Jallouni et les Turcs? Elle existe. Qui les a formés, qui les a financés, qui les a entraînés? Et puis le deuxième niveau, c'est les grandes puissances comme la Russie et les États-Unis.